Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonsoir à tous et bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct de Radio M. Nous sommes le 11 décembre 2019 et nous commémorons, comme des milliers d'Algériens, à quelques pas d'ici, à la place Audin, les manifestations des Algériens du 11 décembre 1960 et qui manifestent aussi pour le rejet de l'élection qui se tiendra demain, le 12 décembre. Avec moi, pour ce Café Presse Politique, Madame Zoubida Assoul, vous êtes à la tête du parti l'UCP, Union pour le Changement et le Progrès, et vous êtes aussi avocate. Tout à fait. Merci d'être là. Farhat Aïtali, vous êtes économiste et analyste politique. Ce soir, moi. Bonsoir et merci d'être là. Et trois journalistes, Saïd Jafal, bonsoir. Bonsoir. Hassan Ouali, bonsoir. Bonsoir. Khadi Ihsan, bonsoir. Bonsoir. Qui c'est qui veut commencer par l'image de la semaine? On va pas laisser nos invités commencer parce qu'apparemment ils s'étaient pas prévenus. On les laisse le temps de. Oh, mais c'est on des les laisse le habitués temps. du C'est Café des habitués, Presse, ils avaient non? oublié. Ils avaient Si, oublié. tout On le les laisse monde le sait temps de qu'il y a trouver. Donc Saïd, il en a une. Ça, et ton image de la semaine? Moi, c'est ce qui est arrivé à Benflis. C'est quand même assez surprenant que après le silence électoral, on lui sorte. Je n'ai jamais défendu Benflis, mais là, j'ai trouvé que cette histoire-là est abracadabrante. Hein, voilà. Et donc, Je note que tu le défends avec le sourire. oui, non, c'est-à-dire, mais en fait, c'est sa faute. Hein, il aurait dû Qu'est-ce qui rester dans t'est Qu'est-ce qui t'est arrivé pour ceux qui sont pas au courant? Alors, on a sorti, on a arrêté quelqu'un, hein, qui aurait fait de l'espionnage pour la France, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a espionné dans la campagne de Benflis, quel grand secret il aurait pu avoir dans la campagne de Benflis, mais voilà, on l'a arrêté à propos de ça. Et c'est-à-dire, moi, ce qui m'a un peu amusé, c'est la manière dont ça s'est fait. Il y a des journaux qui sortent, soi-disant qu'il y a quelque chose, et puis après, un communiqué de la justice qui répond pour éclairer ce que disent les journaux. Donc voilà. Donc voilà, coup de tonnerre dans la campagne plutôt molle jusque-là. En plein silence électoral. Voilà. Hassan Ouali, ton image de la semaine. Enfin, plein d'images, mais celle qui a retenu mon attention, c'est Nélouisa de Lille, qui découvre que son mari l'a trompée en allant voter. Et elle l'a insulté publiquement en le traitant de chien. Il s'était filmé. Alors, c'est qui cette dame? Est-ce que tu la connais? Alors, Hassan parle d'une vidéo qui est en train de devenir aussi célèbre que la vidéo de Sofiane Itnahaouga, pour ceux qui ne sont pas au courant. Alors, est-ce que tu peux expliquer? Un couple. C'est une dame qui fait le piquet devant le consulat. À Lille, la femme, elle était contre l'élection, donc elle était avec un groupe de personnes devant le bureau de vote, et elle voit son mari sortir du bureau de vote. Il est allé voter. Et puis, elle a piqué une crise. Elle a dit, ah, c'est mon mari. Ah, le salaud est allé voter. Le chien. Bon, on arrête là. D'accord. Non, mais attends. Non, mais pourquoi je parle de ça? Mais c'est juste pour relever une chose. Voilà. C'est à cause des insultes, c'est tout. Non, mais elle lui a dit, non, j'ouvre les guillemets. Le chien, il a dit messe. Non, c'était comme ça. Voilà. Mais c'est dire à quel point cette élection est complètement absurde. Ah non, c'est les gens qui sont devenus absurdes. Ah, en parlant de couple, c'est un ex-couple maintenant avec tout ce que tu viens de raconter. C'est marrant, mais c'est vrai qu'après les réactions sur les réseaux sociaux, c'est que les Algériens disent, c'est le traître, il faut que tu rompes avec lui, tu dois divorcer et tout. C'est dingue. Nous sommes quand même pour la paix des ménages. J'espère qu'ils vont réussir à se réconcilier. Mais voilà. Hassan, ton image de la semaine. J'avais quelque chose un peu de la même veine, mais j'ai évoqué quelque chose de différent, de sérieux, qui peut-être nous annonce l'avenir de l'Algérie. Hier a eu lieu l'introduction de Aramco à la bourse de Riyad. Record, la levée de fonds la plus forte de l'histoire de la finance mondiale. 30 milliards de dollars levés
en un jour. On a beaucoup spéculé sur la difficulté, effectivement, de cette ouverture du capital. Ça a fini par se faire. C'est gigantesque. Et moi, on en parlera sûrement avec Farhat dans le CE de lundi prochain. On aura notre ami Nazim Zouiouch, ex-PDG de Sonatrach, pour parler de ça et d'une autre actualité aussi, le droit de préemption sur Total en Algérie. Mais peut-être que les prochains gouvernements en Algérie devraient y réfléchir. C'est peut-être vers cette direction-là qu'on devra aller pour s'en sortir. Je viens juste de la voir en venant ici parce que je gare habituellement au parking juste au-dessus de la rue des Douches. Donc c'est un parking public. Pour la première fois, le rideau était à moitié ouvert. C'est à croire qu'on entrait dans une casemate. Parce qu'il y avait un début de petite émeute, mais ce qui m'a étonné, c'est que la police et les manifestants et la circulation piétonne et automobile, de tout était mélangé. Mais bon, les trois composantes circulaient le plus normalement du monde. Les policiers, ils essayaient de chasser quelques manifestants, de les épingler, mais ils arrivaient quand même à identifier le manifestant du passant. Je sais pas comment ils arrivent à le faire. Alors que la plupart, ils ne gueulaient pas. Mais bon, c'est un truc kafkaïen. Habituellement, là où il y a une émeute, il n'y a pas de gens normaux. Et là où il y a les circulations normales, il n'y a pas d'émeute. Mais là, c'est le tout à la fois, c'est un mélange. Scène d'un 11 décembre à Alger. Zoubida, votre image de la semaine? Alors, mon image complète un peu l'image de Ja'far, c'est l'instrumentalisation de la justice. De mon expérience, je n'ai jamais vu le parquet dans une affaire qui est en instruction faire un communiqué spécialement pour l'affaire soi-disant de celui qui fait du contre-espionnage, quelqu'un qui s'affilerait à Ali Benflis, même s'il a fait une mise au point pour dire qu'il ne faisait pas partie de sa campagne. Mais ça, c'est ce qu'on a tout le temps dénoncé. Il ne faut pas instrumentaliser la justice. Une affaire qui est en instruction, ça ne concerne pas que la justice fasse un communiqué spécialement pour ça. Donc, ça m'a... On aurait pu attendre le 13 aussi. Tout à fait. Oui, absolument. Parce que c'est anormal que la justice soit quand même au cœur de manipulations politiciennes. Voilà. Ça m'a choqué, moi, en tant que défendresse de l'indépendance de la justice. Je n'étais pas du tout contente. Et voilà, c'est une bonne transition en fait pour la première partie. C'est la justice comme instrument aussi de répression. La question que je me pose dans cette première partie, est-ce que la répression, on voit que c'est en train de monter en cadence, ça a augmenté de plus en plus au fur et à mesure que la date de l'élection approchait, et là c'est on a des tas d'arrestations. On a Qadoul Chouicha qui a été condamné sur place à un an de prison, qui est le représentant de la Ligue des droits de l'homme pour Oran. Il a été condamné le jour même le jour où on célébrait partout dans le monde les droits de l'homme. Et donc je commence par vous, Zoubida, parce que vous êtes militante politique, vous êtes leader d'un parti, mais vous étiez juge et vous êtes maintenant avocate. Et en tant qu'avocate, vous avez rendu visite aux prisonniers politiques qui ont décidé de faire la grève de la faim. Vous leur avez rendu visite hier, absolument, n'est-ce pas? C'était à Al-Harrach, à la prison d'Al-Harrach. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette visite? Oui, j'ai considéré que c'était quand même de mon devoir de les voir avant l'événement du 12. Donc, je les ai rencontrés. J'ai rencontré beaucoup de jeunes dans les dirigeants de Raj. Aussi Boumela, Samir Belarbi, Raouf Raïs, le jeune, et tous ils m'ont dit qu'au niveau de tous les détenus d'opinion, ils sont rentrés tous en grève à partir de 20h le 9, et qu'ils allaient faire la grève de la faim pour les 3 jours, le 10, le 11 et le 12. Alors le 10 parce que c'est l'occasion de l'anniversaire des droits de l'homme. Donc pour dire voilà la situation des droits de l'homme en Algérie, et ils sont encore solidaires avec la révolution pacifique, même s'ils sont en prison. Donc c'est juste pour dire voilà ce qui se passe, nous sommes en prison, et donc on fait encore la grève de la faim à l'occasion du 10 décembre. Le 11, puisque c'est le 11 décembre, un événement important dans notre histoire, et donc il fallait qu'ils soient aussi solidaires avec cet événement et qu'ils se le réapproprient, pour dire, même si on est emprisonné, on pense quand même à cette date historique.
Et le 12, parce que le 12, c'est pour eux, pour tous ces militants qui sont en prison, pour la liberté, pour la démocratie. Pour eux, c'est un jour de deuil, puisque la révolution pacifique qui dure depuis plus de 9 mois demande le départ de ce système et que quand même ce système s'est entêté à imposer une élection de force. Donc voilà le message de tous les détenus d'opinion qui sont quand même très mobilisés, même s'ils sont en prison. Ils ont lancé cette grève de la faim pour aussi dire qu'ils soutiennent toujours la révolution, même s'ils sont incarcérés, et qu'il faut que la révolution continue. C'est le message qu'ils m'ont donné pour le transmettre, qu'il faut que la révolution continue et que le 12 n'est pas la fin du monde. Au contraire, tout se passera après le 12. Voilà. Donc c'est un peu le geste de gens qui n'ont plus le moyen de manifester avec nous, qui n'ont plus le moyen de faire et qui ne sont plus libres. Et donc c'est leur dernier geste de soutien, de solidarité, mais aussi ce qui les a étonnés quand ils voient qu'un procès comme le procès qui s'est tenu à Abban pour les 2 anciens premiers ministres et les ministres pour cette affaire vraiment qui est une mascarade judiciaire, leur procès à eux, ça fait Bourga'a à plus de 5 mois qu'il est en détention provisoire. Ces gens-là aussi, ça dépend, il y a 4 mois, il y a 5 mois, il y a 3 mois, ils sont en prison alors que leur procès, les dossiers sont vides. Eh ben, la justice ne s'est pas empressée pour les traduire devant le tribunal pour les juger. Elle a préféré les laisser en détention provisoire. Et c'est ça qui n'est pas normal, surtout que les faits qui leur sont reprochés sont des faits qui ne constituent aucunement une infraction au code pénal. D'accord. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de Qaddour Chouicha qui a été arrêté et qui a été condamné le jour même à 1 an de prison ferme. 1 an de prison ferme. Il y a aussi le dessinateur Nîmes qui a été condamné aujourd'hui à 1 an de prison avec 3 mois ferme. Et il y a un syndicaliste qui lui aussi a été arrêté hier, Hamza Kharoubi, qui a subi la même chose que Chouicha, c'est-à-dire comparution immédiate et verdict d'1 an de prison ferme. Il y a toutes les interpellations, et il y en a eu beaucoup aujourd'hui pendant les manifestations. Il y a aussi Mustafa Benjamin à oui. Annaba. Ah oui, oui, vous l'avez rencontré, Madame Assoul. J'ai été avec le collectif des confrères qui étaient avec lui, parce qu'à Annaba, comme vous le savez, il n'y a que les jeunes avocats qui militent et qui défendent les gens, les journalistes, la liberté de la presse, la liberté de circuler librement, mais aussi la liberté de manifester. Et Benjamin a été justement placé sous contrôle judiciaire et il a été vraiment interpellé alors qu'il n'était pas ni dans une manifestation, il était avec 2 de ses avocats et la police l'a pris. Ils l'ont présenté, et il est sous contrôle judiciaire, mais ce contrôle judiciaire a dérapé un peu de son objectif, disons, juridique, c'est qu'on lui interdit même de se retrouver dans la rue, parce qu'ils lui ont dit tu es en train disons, presque d'inciter les gens à faire de la résistance à ces élections, tu es en train d'inciter, alors qu'il n'a fait que relayer une information en tant que journaliste. Donc on a fait d'ailleurs un courrier dans ce sens à la fois au procureur général et président de la Cour pour dire là c'est une atteinte quand même à son droit en tant que citoyen de circuler librement, d'autant plus que son lieu de travail et sa maison passent par le cours de Annaba et tout se passe dans le cours. Donc voilà, il y a aussi 3 autres journalistes qui sont en prison. La question que je voudrais poser, on a remarqué tous une accélération dans la répression, mais est-ce que vous pensez que le 12 décembre, c'est-à-dire demain, l'élection, le vote pour un nouveau président algérien, est-ce que ça va faire augmenter encore plus la répression parce qu'il va y avoir une sorte de légitimité de façade civile, ou est-ce que vous pensez au contraire qu'un nouveau président va relâcher les prisonniers? Farhat, vous voudriez répondre? Je vais juste rebondir sur ce que disait tout à l'heure Zoubida à propos de la répression qui s'accentue au fur et à mesure qu'on s'approche des échéances de l'élection. Oui. Il faut dire aussi que nous vivons un état d'exception qui est non déclaré.
Politiquement, il est non déclaré, même la société ne le reconnaît pas, mais dans les faits, c'est un état d'exception. À partir du moment où la justice traite les dossiers à partir d'un impératif politique et sur des injonctions qui viennent d'une autre partie qui n'est pas censée faire de la politique, on a tous les ingrédients d'un état d'exception, bien sûr, sans les abus d'un véritable état d'exception juridiquement assis. Mais sinon, pour les garanties constitutionnelles, nous vivons cet état-là. Donc, ces élections, justement, sont peut-être une porte de sortie pour quitter l'état d'exception. Et non pas pour aller vers une Algérie meilleure, mais sortant de cet état d'exception. C'était mon point de vue depuis le début. Parce que je vois de plus en plus une intrusion d'institutions qui n'ont pas leur place dans le jeu politique, mais qui est devenue quasiment affirmée. Donc le seul moyen de remettre cette institution et son chef dans son véritable rôle constitutionnel, c'est d'asseoir un pouvoir constitutionnel qui est même boiteux, mais qui a les atours et les prérogatives de la présidence. À partir de là, je crois que le futur président, avec une légitimité, qui reste à discuter, douteuse ou la boiteuse ou la manquante. Ceci dit, je ne pense pas qu'il va s'amuser à accentuer encore la répression. C'est idiot. Parce que ce qui s'est passé jusque-là, c'était justement pour pousser les gens à cette échéance. Et non pas pour aller ad vitam aeternam dans un cycle de violence et de confrontation avec la société. Donc, dans leur coquille, en prenant avec eux, bien sûr, le passif, justement, parce que, j'ai géré 9 mois exceptionnels, avec des méthodes exceptionnelles, mais maintenant le président, il gère une période normale avec des méthodes normales. Donc je crois que ne serait-ce que pour se mousser aux yeux de la société, il y aura des libérations en cascade. Reste encore que certains détenus, quand j'ai fait place au manège, je porterai plus tard plainte sur la manière dont l'arrestation s'est faite et les causes qui ont poussé à cette arrestation. Parce que là, réellement, on n'est pas dans un état d'exception juridique. Il est réel, mais il n'est pas juridique. Donc, arbitrairement, c'est tout. Sur la question, le sort des détenus. Oui. C'est pas le président qui va les relâcher, le futur président qui va les relâcher. Mais la plupart des détenus sont condamnés à 6 mois. La plupart. Il y en a beaucoup qui n'ont pas encore eu de procès. Attends, mais la majorité, je parle c'est surtout. Pas une majorité, attends, je parle surtout des détenus de l'emblème Amazigh. C'est le gros lot des détenus. Ils sont plus de. Mais je pense plus qu'il soit le gros lot, Hassan Yahu. Si tu suis c'est ceux qui ont suivi Ali Benflis. Si. Non, oui, vas-y, continue. Ils sont condamnés pour la plupart d'entre eux à 6 mois. Une année, dans 6 mois avec source. Ils vont sortir à la fin du mois de décembre, à la fin de ce mois. Samir Msoussé quittera la prison le 28 décembre. La plupart sortiront à ce moment-là. Ceux-là sont 22, hein. Oui, ils sont 41, pas 22. En tout, ils sont 41. Si, ils sont 41. Sur 350. Ah, vas-y, termine Hassan, vas-y. Je ne sais pas si tu inclus les ministres. Non, j'inclus pas les ministres. J'inclus Al-Irdiri, voilà. J'inclus Ben Hadid. En tout cas, ceux qui vont sortir le 8 décembre. Ce que je veux dire par là, ils sortiront de la prison, pas par la grâce du futur président. Voilà ce que je voulais mentionner. Saïd, qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que ça va ouvrir la voie à plus de répression le scénario de Farhat est trop optimiste, à mon avis. C'est-à-dire, il postule qu'une fois l'élection faite, les Algériens vont rentrer chez eux. En réalité, non. Le problème, c'est que le 13 va avoir la même situation. Les Algériens, probablement, vont continuer à sortir, à manifester. Et à mon avis, ils peuvent choisir d'aller un peu plus dans la répression en se disant, aujourd'hui, nous avons la légitimité, ils peuvent le faire. C'est une option qui est entre leurs mains et qui peut le problème, c'est que, quelle va être l'attitude du mouvement populaire? C'est ça la vraie question. Si effectivement ça entraîne un peu de reflux, etc., ils peuvent se dire on peut libérer, mais si le mouvement populaire va rester très fort, je pense que la répression va continuer, probablement. Ersan, quel est ton avis sur cette question? Qui sera aux commandes le 13? Moi, je pense qu'il y a Ahmed Gaïd Salah qui va rester aux commandes. Le 13 ou plus tard, s'il y a un deuxième tour, parce que c'est pas encore tranché comme question, on en parlera en deuxième partie. Mais je pense que c'est Ahmed Gaïd Salah qui va continuer à décider. Il a eu le projet d'un président désigné. C'est son projet. C'est pas pour laisser l'agenda politique entre les mains de. On sera dans le même scénario du discours du 3 juillet de Ben Saleh.
et de la réponse immédiate de Ahmed Gaïd Salah qui a dit il n'y a pas de libération. Donc il peut y avoir de nouveaux détenus après le 12 et ça sera ni dans les mains du président de la République Jdid, s'il y en a un, parce que bon, ça aussi on ne sait pas comment ça va se passer, parce qu'il faudrait qu'entre les 5 on se mette d'accord sur accepter la défaite des uns et des autres. Il faudra quand même noter qu'il y aura 4 perdants, hein, il faudrait que les 4 perdants acceptent qu'il y en ait un qui gagne, et ni entre les mains de ceux-là, ni entre les mains des juges. Voilà. Et donc, moi, je pense que il y aura peut-être pas beaucoup plus de répression, mais j'aimerais bien croire partager. Moi, je suis en général optimiste. J'aimerais bien partager l'optimisme de Farhat, mais je vois pas un mouvement de lever de main comme ça en cascade sur les prisonniers. Soubida? Oui, moi je partage un peu les avis qui sont plutôt réservés. Pessimiste, oui. Pourquoi? Parce que d'autant plus que les 5 candidats, si vous avez remarqué, lors de leur campagne, pas un seul n'a condamné justement la répression et l'incarcération. Même pas le candidat du Hirak. Et l'incarcération des jeunes pour leur opinion, pour l'emblème et tout ça. Moi, j'ai suivi avec beaucoup de sérieux ce qu'ils ont déclaré et personne n'était choqué ni de dire ce sont quand même des citoyens algériens qui s'expriment pacifiquement, qui n'ont pas commis d'infraction. Il est anormal qu'ils soient emprisonnés. Donc moi je doute fort le prochain président il subira le sort de Ben Salah. Et tu veux qu'il subisse le sort de Ben Salah ils vont pas tout de même se mettre à dos le Gaïd Salah, c'est clair. Une fois devenu président, je n'ai jamais vu un Algérien de président de la République بالترافيك يعينوه العسكر يجيبوه فوق الشهر ولا عطاو له الكاشي وما قدرش بهم وما درش واش قال له راسه. وجو لي ديفي كي تقول انت القايد صالح يقعد ابخي لو 12 ويدير واش يحب كيما مع بن صالح. جي لو ديفي دو لو فير لو 13. شوف مع لا بريستاسيون دو سيرمون يخرج هذاك من الاخر. Il a tout intérêt pour lui, pour le pays, pour ses copains, pour tout le monde à se mettre à l'infinitif et à protéger ses arrières, pas plus. ماشي théoriquement, parce que s'il avance dans هذه العقليه اللي تقول عليها انت, c'est la porte des enfers qu'il s'ouvre sur lui, sur tout le monde, parce que ما بقات حتى هضره. عطينا لك une occasion de sortir par la grande porte avec un président élu légitimement, pas légitimement ما يهمش. دوزت مع الحراك, دوزت مع امه كامله pour essayer de mettre ce président pour t'en sortir. ماشي باش تعرش علينا انا اليوم قيامه. من ثم نقول لك حاجه, الموت تاع العاليه يخرجوا له العيب. وما بقات فيها لا سلميه لا قصره لا هضره لا زيد يسكري. ومن بعد on passera à d'autres logiques. On peut pas يعني ce bonhomme n'est pas débile à ce point là. باش يحط رايس ويتخبى موراه ولا يبقى يزهرنا في التلفزيون كل نهار 3. Même ce président il aura l'air de quoi? Et qu'est-ce qu'on va dire aux institutions financières ou la politique ou l'internationale avec un président qui est censé avoir des prérogatives de président et يعيط عليه général كل نهار 3. C'est pas un marché aux puces, hein, c'est Mohamed الجمهورية. C'est pour ça que je suis sûr et certain qu'ils se mettront. Ils sont choisis préalablement pour. Est-ce que quelqu'un a posé des questions? J'en connais des spécimens. Je te jure. والله العظيم غير je connais des spécimens فيهم هذو اللي راك تشوفيهم الخمسة هذول يقولوا ديكلون. غير ils sont moins commodes dans leur future relation avec les gens qui les ont ramenés que certains opposants. C'est-à-dire, alors, en fait, on va parler de ça dans la deuxième partie, parce qu'on va parler de qui vous pensez qui va être élu, la relation, c'est-à-dire les perdants et tout ça. Mais je voulais, avant de terminer ça, je voulais juste, sur la question des détenus qui est devenu le grand cri de ralliement de tous les manifestants du Hirak, quelle que soit leur classe sociale, l'obédience politique, c'est les détenus politiques, c'est leur grand cri, il faut les libérer. Et donc, c'est un point que je lis avec le vote qui a déjà commencé à l'étranger, le vote des Algériens. Nous, on va être appelés à voter demain. On verra bien ce qui va se passer en Algérie. Mais les Algériens qui vivent à l'étranger ont déjà eu à voter ou ne pas voter. Et je voudrais qu'on écoute un petit extrait très très rapide de ce qui s'est passé à New York, où les Algériens ont appelé à un rassemblement devant le consulat d'Algérie à New York, et ils ont en fait organisé ce qu'ils appellent une élection populaire. Est-ce qu'on peut écouter l'extrait, s'il vous plaît? السلام عليكم خاوتي. رانا في نيويورك امام مقر القنصليه الجزائريه العامه
رانا 8 ديسمبر 2019. الجالية الجزائرية هنايا راهي تنظم في الانتخابات الشعبية. نطلق صراح المعتقلين. هذه انتخابات الشعب وليست انتخابات العصابات. أنا انتخب على البطل المغوار كريم طابو. الله يطلق سلاحه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. هي هذه انتخابات شعبية. سمير بالعربي. وربي يطلق سراح كل الأحرار وتحية الجزائر. تحية الجزائر. الله أكبر. الله أكبر. فوق البومالة انتخبوا الأحرار والرجال ماشي الحركة. انتخابات نزيهة في مدينة نيويورك. هذو الانتخابات النزيهة اللي حضروها الشعب. Je remarque que les Algériens qui ont décidé de voter ont voté pour les détenus politiques. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est que on a vu comment c'est passé. On a vu beaucoup d'images de partout dans le monde, en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Finlande, etc. Des Algériens qui ont manifesté détourné pacifiquement le jour du vote. Est-ce que vous pensez que donc, ils l'ont fait à l'étranger, sans le paramètre de la répression que nous on subit ici. Est-ce que vous pensez que s'il n'y avait pas ce paramètre-là, s'il ne s'applique pas demain, est-ce qu'on aura exactement les mêmes images que celles qu'on a eues de la diaspora? Saïd. Enfin, moi, je trouve que c'était très intéressant parce que traditionnellement, des Algériens en Algérie votent moins que ceux qui sont en France, hein, parce qu'ils sont animés par une sorte de sentiment patriotique, de devoir, de nostalgie, d'exprimer le lien, hein, même si ils y croient pas, ils y vont. Là, ce n'est plus le cas. Et d'autant, c'est aussi assez significatif parce que ceux qui votaient, c'est les anciens, hein, c'est les gens de la première génération de l'immigration. Là, la démographie des Algériens de France a changé et on le voit. Ils sont beaucoup plus proches aujourd'hui de la réalité algérienne au sens politique que la génération d'avant. Et donc, d'habitude, le vote des émigrés, comme il précède toujours l'élection ici, est présenté comme une sorte de promotion de l'élection. Regardez les Algériens de France, etc. Là, ça marche pas. Donc, le premier coup de l'élection ne marche pas. Celui de l'immigration ne marche pas. Farhat. Je ne peux pas faire un sondage de la participation parce que ce qu'on a vu des images d'Algériens qui contestaient l'élection et qui, plus ou moins, n'empêchaient pas physiquement les gens de voter, mais les ridiculisaient. Donc c'est une forme de pression morale. Mais à l'intérieur du consulat, maintenant, on va savoir. Il y a beaucoup qui ont en fait pris note, par exemple comme à San Francisco, à New York, ils l'ont fait aussi, dans certaines, en France aussi. Ils ont en fait pris le nombre de personnes qui sont entrées voter. Ils l'ont publié après. Non, mais bon, c'est une atteinte à la vie privée des gens. Mais malgré ça, bon, on est dans un climat semi-insurrectionnel. Oui. Parce que réellement, dans une démocratie normale, si on était dans une démocratie normale, hein, on ne soupçonnerait pas le pouvoir d'utiliser les chaînes de votants pour gonfler les chiffres, ce qui est vrai, ce qui a toujours été fait depuis 62. Parce que des fois تقول واحد علاش تقاطع لهم ما تحبش تفوتي ما تفوتيش خليهم يفوتي ويقول لك هو يجيب يكفيه 100 ولا 200 ils font la queue, dès qu'il a 200 qui font la queue pour aller voter, lui il les transforme en 20 000, il remplit le reste des cases, ce qui est vrai. Donc je vais l'empêcher de faire là. Mais bon là, en l'empêchant de faire sa kermesse, ça peut être contre-productif aussi parce que doit y avoir qu'un chiffre ou qui trouve le voilà sur ton chiffre il est foireux, il dit que non c'est pas foireux. Les gens d'en face, ils sont agressifs, ils sont venus empêcher les gens de voter, mais malgré ça, les gens sont patriotes. Donc on va entrer dans une polémique. De toute façon, ça ne change rien. Je ne comprends pas une logique. Comment peut-on dire que le vote est faux et matrafique? Et ils vont désigner leur président et calculer le nombre d'Algériens Niger ou Limadia et quelle est la légitimité du président. Mais on s'en fiche de la légitimité du président, comme eux s'en fichent d'ailleurs. Eux, ils ont des idées. Voilà, ils nous font un président, le 12. Et à partir de là, la légitimité viendra après en Algérie, que l'amour vient après le mariage. Donc, problème, je ne pense pas, voilà, votez toujours.
Ils sont intéressés par avoir un chiffre de participation assez important. Je suis pas sûre, là. Il y a des fois, ça tourne au vinaigre qui mettait un juge on a eu l'exemple du couple de Hassan Wali qui ont divorcé en direct devant le consulat. Hassan Wali. Moi, je pense que ta réponse à ma question. Non, l'enjeu, c'est pas le taux de participation. Est-ce qu'on empêcherait le vote à l'étranger ou est-ce qu'il va y avoir... Non, en Algérie, est-ce que on sait que les gens, pour une fois, on n'a même pas besoin d'enquête d'opinion, de sondage. Les gens, on les voit depuis des semaines. Depuis que la campagne est engagée, on voit le rejet qui est dans la rue quand même. On peut pas ne pas dire Farhat, il appelle à relativiser, mais je pense que Farhat relativise un peu trop. Et il y a quand même un bloc central qui rejette cette élection. On le voit, il s'exprime un peu partout. La démonstration sur le fait que les candidats n'ont pas pu tenir une campagne électorale normale. Ils ont tenu quelques meetings sur haute surveillance policière. Et c'est inédit dans l'histoire des élections en Algérie. Moi, je pense que l'enjeu, c'est que cette élection concerne l'agenda du pouvoir. C'est vrai que les militaires, le commandement de l'armée, le chef de l'armée, ça fait 10 mois qu'il est en première ligne. Et l'armée est surexposée. Nous sommes un pays, de ce point de vue-là, à découvert. C'est-à-dire, habituellement, y compris dans les régimes autoritaires, l'armée ne s'expose pas de cette manière-là. Et ça, c'est un risque sérieux pour la sécurité nationale, pour l'armée elle-même. C'est la première fois en Algérie où tous les Algériens savent qu'est-ce que racontent les officiers du service de renseignement. On n'est plus dans une situation, on sait que telle personne, c'est lui qui fuite. Et puis ça se retrouve sur les débats publics, sur les réseaux sociaux. Ça pose un sérieux problème de sécurité nationale. C'est un pays, de ce point de vue-là, à découvert. Et c'est pour ça qu'ils si on réfléchit objectivement, et là je rejoins un peu Farhat, que le chef d'état-major, il veut se débarrasser au plus tôt possible de cette patate chaude. Mais bien évidemment, il voudrait que ce soit un chef d'État, c'est lui qui décide de chef de l'État futur, du président futur. Il le choisit. Son candidat, c'était le 12. Et puis, il ferme la liste des candidats. C'est des candidats du système. C'est pas des candidats qui sont pas les porte-parole de cette insurrection. Mais bien évidemment, il serait tenté de s'émanciper, y compris le plus mou de ses candidats. S'il veut se donner une légitimité, il va tenter de s'émanciper de la tutelle de l'armée. Sinon, il va composer. Mais en gros, je veux dire que cette élection, c'est l'agenda du pouvoir. L'insurrection citoyenne a son propre agenda. Elle va vivre ce moment-là, la journée de demain, comme elle pourra. Mais le mouvement continuera son cours normal et ça va contraindre sérieusement le futur président. En 2 mots, là, rapidement, parce que tu as évoqué mon prénom. Non, moi, je pense que en fait, il y a dans le discours, depuis la convocation du corps électoral, discours officiel, de ceux qui le soutiennent, de manière critique ou pas, l'idée qu'il y aurait une majorité d'Algériens, une majorité silencieuse qu'on voit pas le vendredi et le mardi et dans la rue, etc., et qui, elle, est pour le retour à la stabilité à travers des élections. Alors je prends le pari. Demain, on la verra pas, cette majorité. On la verra pas. Bon, ça c'est une baudruche. Nous, on savait que c'est une baudruche. Elle va se dégonfler. Demain, elle va se dégonfler. On la verra pas. Elle ira pas. On m'a sauvé la stabilité de l'Algérie dans les urnes. Ça, c'est sûr. On la verra d'autant moins que le parallèle que le pouvoir a voulu faire avec novembre 95, parce que moi j'ai déjà dit sur ce plateau-là que c'est le seul référent que l'équipe autour d'Ahmed Gaïd Saleh a dans sa tête. On était dans un vide institutionnel après l'arrêt du processus électoral de 92. On a réussi à relancer l'institutionnalisation du système à travers l'élection de novembre 95, qui a marché, qui a permis de réinstaller Zaroual et de relancer ensuite derrière les législatives, etc. Relativement marché, parce qu'on était dans une Algérie où il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas ceux qui étaient contre, dont je faisais partie, parce que je considérais que ça se passait dans des conditions non respectueuses du droit. On a été débordés. Bon, les Algériens voulaient redonner de la légitimité au pouvoir, ils l'ont redonné et nous ont repermis peut-être de sortir d'un mauvais pas. Ce scénario-là, il a été beaucoup aidé par les premières images, souvenez-vous, de 95, d'un rush énorme de la diaspora pour aller sauver le système. Ça a commencé là-bas. Et l'élection était déjà gagnée dès le premier jour en Europe, dans les consulats. Il s'est passé exactement l'inverse cette fois-ci. Et on a déjà la copie de ce qui va se passer demain
à la différence de la répression près. Évidemment, Farhat peut nous dire qu'il y a des gens qui ont bénéficié d'un appartement de Tebboune du côté de l'Bayid, qui vont quand même reconnaissance, aller voter pour lui, aller voter pour lui et le soutenir. C'est-à-dire, je veux dire qu'en Algérie, il y a une base sociale. Il y a une base sociale, une ancienne, entre guillemets, fragile, et c'est la base sociale du régime, qui va essayer de se mobiliser quand même pour sauver les gens. Ça ne donnera pas tout à fait les images de New York. Mais en gros, on est dans le même trend. Ahmed Gaïd Salah a déjà perdu son pari. Qu'est-ce qu'il va faire après? C'est une autre discussion. Très bien. Alors, on va s'arrêter là pour la première partie. La deuxième partie, on va se poser la question de savoir si Ahmed Gaïd Salah a déjà voté pour... je vais vous poser la question. Ne partez pas, on sera là dans une minute.